Cette impression que chercher l'amour, c'est devenu un deuxième boulot. Si ça vous parle, eh bien sachez que c'est le cas pour beaucoup de monde. Aujourd'hui, on va plonger dans les travaux de la sociologue Eva Illouz pour essayer de comprendre pourquoi nos vies amoureuses sont devenues si compliquées. C'est la grande question, non? Et ce sentiment d'être complètement vidé par cette quête, ce n'est pas juste une coïncidence ou une impression. C'est en fait le symptôme d'une transformation sociale vraiment profonde. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, le premier truc qui coince, le premier grand paradoxe, c'est ça. On rêve de magie, de coups de foudre, mais on s'y prend avec une logique de fer. On cherche la connexion qui défie la raison, le truc presque mystique, mais avec quels outils? Des applis, des listes de critères, tout est hyper rationnel. C'est un peu comme essayer d'attraper un papillon avec une feuille de calcul Excel. Ça ne peut pas marcher. Et pour bien piger ce paradoxe, il faut faire un petit bond dans le passé. À la base, l'idéal romantique, c'était le grand frisson, l'amour, passion, un truc même un peu transgressif. Pensez à Roméo et Juliette, voilà, c'est ça. Mais au XIXe siècle, hop, on a un peu rangé tout ça. Cet idéal a été, disons, domestiqué. On a commencé à l'intégrer dans le mariage, et l'amour est devenu la raison officielle pour se marier. Et là, tout bascule. Les années 60. On pense tout de suite à la révolution sexuelle, bien sûr. Mais c'est bien plus que ça. C'est le vrai point de départ de ce que la sociologue Eva Illouz appelle la grande transformation de l'amour. D'un coup, les anciennes règles du jeu, pouf, elles volent en éclats. Bon, alors comment on passe de la romance à un véritable marché? En fait, c'est assez simple à comprendre. Avant, le choix du partenaire, c'était très encadré, n'est-ce pas? Par la famille, la communauté, la religion. Mais aujourd'hui, tous ces cadres ont complètement explosé. On se retrouve projeté dans un immense espace de compétition, un marché ouvert qui est maintenant régi par les lois de l'offre et de la demande. Et du coup, voilà les nouvelles règles du jeu. L'amour se libère de la morale, de la famille, et devient une affaire purement individuelle. La liberté sexuelle, ça ouvre un marché gigantesque où chacun est là pour s'évaluer et être évalué. Et sur ce marché, exactement comme en économie, il y a une nouvelle monnaie qui apparaît, le fameux capital sexuel. Et là, c'est simple, certains en ont des tonnes, d'autres pas grand-chose. Ce qui crée une hiérarchie invisible, oui, mais absolument brutale. Et ça, il y en a un qui l'avait vu venir bien avant tout le monde. C'est le romancier Michel Houellebecq. Quand il utilise cette expression « paupérisation absolue », il décrit exactement ça. C'est un système où, comme dans le capitalisme le plus débridé, les riches en amour, eh bien, ils deviennent encore plus riches. Et les pauvres, ils restent sur le carreau. C'est ni plus ni moins que la loi du marché, mais appliquée directement à nos cœurs. Ok, mais ce grand marché, il tourne grâce à quoi? Grâce à un moteur surpuissant, le choix. On a toujours pensé que plus on a de choix, plus on est libre. Logique, non? Mais et si c'était tout l'inverse? Et si cette abondance d'options était en fait devenue une source de stress incroyable, et même de paralysie? Pour comprendre ça, il y a une analogie géniale qui vient d'une étude de l'Université de Chicago. Imaginez. Avant Internet, on était en mode enchère. Une personne qu'on rencontrait nous semblait unique, spéciale. Aujourd'hui, avec les applis, on est passé en mode étagère. Chaque profil est là, aligné, juste à côté de dizaines, de centaines d'autres. C'est comme au supermarché. Et la conséquence de ça, elle est directe et implacable. Une dévalorisation systématique de tout le monde. Et psychologiquement, c'est là que le piège se referme sur nous. On n'est plus en train de chercher quelqu'un de suffisamment bien, non. On est en quête du meilleur, de l'absolu. Du coup, chaque personne qu'on rencontre est immédiatement comparée à un idéal qui n'existe probablement pas. Ça nous enferme dans un doute permanent. Et si le prochain profil était encore mieux? Et si je passais à côté de la perle rare? Et cette quête sans fin de la perfection, elle mène très souvent à ne rien choisir du tout, à la paralysie. Ça change vraiment tout dans la façon même de choisir. Pensez-y, une rencontre dans la vraie vie, en face à face, ça marche à l'instinct. Un sourire, une intonation de voix, on a très peu d'infos en fait. Et c'est génial parce que ça laisse de la place à l'imagination, à l'idéalisation, à cette fameuse alchimie. Maintenant, en ligne, c'est tout l'inverse. C'est une avalanche d'informations, de photos, de stats qui nous poussent à faire quoi? À comparer, à analyser, à calculer. On devient des directeurs de ressources humaines de l'amour. Et en faisant ça, on tue la magie dans l'œuf. Et vous savez quoi? Tout ce processus, ça porte un nom en sociologie. C'est le désenchantement. Le concept vient d'un grand sociologue, Max Weber, mais c'est Eva Illouz qui l'applique brillamment à l'amour. L'idée est toute simple en fait. La pensée rationnelle et la science ont progressivement chassé la magie et le mystère de notre monde. Et l'amour, qui était un peu le dernier refuge de cette magie, eh bien il est en train de subir exactement le même sort. Et il y a 3 grandes forces qui appuient sur l'accélérateur de ce désenchantement.
D'abord la science, qui nous explique que l'amour, au fond, c'est juste une affaire de sérotonine et d'ocytocine. Ensuite, le féminisme, qui, avec raison, a déconstruit pas mal de mythes romantiques qui étaient souvent des pièges. Et enfin, la psychologie, qui nous pousse à une auto-analyse constante, à nous méfier de nos propres élans. Le résultat de tout ça, on ne sait plus tomber amoureux, on essaie de le comprendre. Bon, alors, on fait quoi? On est condamné au cynisme et à la solitude? C'est la fin de l'amour? Eh bien, pas forcément. Selon Eva Illouz, la solution, ce n'est pas du tout de rejeter la liberté qu'on a acquise. Non, c'est plutôt d'apprendre à naviguer dans ce nouveau paysage sentimental. Un paysage qui est, c'est vrai, aussi immense et parfois dangereux qu'un océan sans carte de navigation. Et là, on arrive au point vraiment crucial de l'analyse. Dans les sociétés d'avant, le statut social était plus ou moins fixé à la naissance. On savait qui on était. Aujourd'hui, notre valeur, notre place dans la société, elle est tout le temps en train d'être construite, prouvée. C'est une incertitude permanente. Et dans ce contexte, la relation amoureuse devient quoi? Elle devient le lieu essentiel de la reconnaissance. C'est là qu'on cherche la validation de notre valeur en tant que personne. Et cette citation d'Eva Illouz, elle est super importante, parce qu'elle va à contre-courant de toute la psychologie pop qu'on entend partout, qui nous répète de nous aimer nous-mêmes. Pour une sociologue comme elle, ça n'a aucun sens. L'estime de soi, ce n'est pas une petite flamme intérieure qu'on entretient tout seul. Non, elle se construit fondamentalement à travers le regard et la reconnaissance que nous donnent les autres. Donc, soyons bien clairs sur ce point. Le problème, ce n'est pas la liberté en soi. La liberté, c'est un acquis et il est précieux. Le vrai problème, c'est que cette liberté radicale nous est tombée dessus sans mode d'emploi. On l'exerce dans une sorte de vie d'éthique, sans règles du jeu commune pour nous protéger mutuellement. La conclusion d'Eva Illouz, du coup, ce n'est pas juste une observation. C'est un véritable appel à l'action. C'est un défi qu'elle lance à notre génération. Puisque les anciennes règles sont obsolètes, c'est à nous et à personne d'autre d'en inventer de nouvelles. De créer tous ensemble une nouvelle éthique pour nos relations. Une éthique qui prend en compte à la fois notre liberté chérie et notre immense vulnérabilité. Et c'est sur cette question, au fond, que toute cette analyse nous laisse. À notre époque de liberté radicale, que se doit-on les uns aux autres? Quelle responsabilité a-t-on envers les personnes avec qui on entre en relation, même pour un soir? La réponse, évidemment, elle n'est pas simple. Et elle n'est écrite nulle part. Elle est à construire, et on doit la construire ensemble.